Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review. Ça fait un petit moment d'ailleurs maintenant qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une vidéo review. Je suis encore une fois en compagnie de Max Rebo Collection. Salut à toutes et tous. Et du coup, on va pouvoir parler du premier épisode, donc le chapitre 1. Vu qu'on reprend un petit peu l'héritage de Mandalorian au final sur cette nouvelle série. Donc le chapitre 1 du livre de Boba Fett. La nouvelle série qui est débarquée mercredi dernier du coup sur Disney+. Ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, première partie sans spoil avec notre avis global, puis une deuxième partie avec spoilers. On ira un petit peu plus en détail sur les réflexions qu'on a, les différentes choses, les pistes, etc. Tout ce qu'on a à dire justement sur cet épisode-là. Alors justement, pour ouvrir cette première partie, qu'est-ce que tu as pensé globalement, sans spoil, de ce premier chapitre de The Book of Boba Fett, dont le nom d'ailleurs est Stranger in a Strange Land. Un étranger en territoire hostile. Voilà. J'assure toujours la partie VF. C'est bien. Translation, yeah, ouais, well. Premier épisode, alors... C'est toujours assez dur de juger en fait un épisode comme ça pilote parce que il y a les potentialités, il y a l'épisode en lui-même. Alors l'épisode en lui-même était divertissant, mais pas non plus extraordinaire avec le potentiel et l'aura du personnage, donc de ce qu'on pouvait en attendre. Ce qui me fait aimer l'épisode, c'est toujours l'héritage finalement des Mandalorian, l'aspect western, l'aspect qui va être assez intéressant dans la série pour moi, ça va être tous les conflits, toute la mythologie développée autour de la pègre et autour de ce qui est clairement présenté dès les bandes annonces comme l'héritage et la succession de l'empire criminel de Jabba the Hutt, donc ces histoires de guerre de pouvoir qui vont être, je pense, le fil rouge de la série. Après, pas fou sur le rythme de l'épisode qui est assez lent et notamment... Peut-être le découpage aussi. Hein. Ouais, c'est ça. J'allais dire, l'épisode est construit avec une succession de flashbacks qui ralentissent considérablement le rythme de l'épisode et qui fait que alors non, on s'ennuie pas parce que ça s'enchaîne plutôt bien, mais ça fait un rythme un peu lent pour un épisode pilote qui doit être un peu punchy et qui fait que il y a des parties que je trouve plus intéressantes que d'autres, notamment ce qui est raconté dans les flashbacks qui ne sont pas inintéressants mais qui sont plutôt, j'allais dire, un peu convenus et du moins sans surprise. Finalement, c'est ce que je m'attendais à voir et c'est exactement ce que je vois, donc le spectateur que je suis voilà, c'est assez sympa, c'est divertissant, intéressant, mais il n'y a pas non plus pour un épisode pilote quelque chose de fou qui m'emporte. Et plein de trucs saisissants. Voilà. Ouais. Donc, bon divertissement, plaisant, avec pas mal de potentiel derrière. Mais pour un premier épisode, c'est plutôt classique. Ça va, quoi. Ouais, ça va. Il n'y a pas non plus... Sans dire que c'est mauvais non plus. Ah non, j'irai pas... ça reste divertissant, suffisamment... Il y en a sous le capot, c'est pour ça que je le dirais en fin de saison parce que le Mandalorian avait aussi tendance un peu comme ça à avoir des débuts de série, je trouve un peu lent, et finalement il nous a montré notamment avec la saison 2 que quand il a fallu passer la seconde, ils l'ont passé et ils nous ont apporté même plus que ce qu'on pouvait attendre. Après, tu vois, dernier truc, et j'en termine là sur mon avis général, ça souffre aussi peut-être finalement d'être l'héritier des Mandalorian, où finalement... Ça se voit par beaucoup de choses en plus. Ouais, c'est vraiment... tu vois, un parallèle fait avec des séries comme les séries Marvel qui ont vraiment... toutes, pour le meilleur ou pour le pire, mais trouver chacune entre WandaVision, entre Loki et Falcon, on a vraiment des styles différents. Là, ça pourrait presque être un épisode de The Mandalorian qu'on voit. Surtout même dans la forme même. Ouais. Au-delà du fond, la forme fait très très Mando. C'est vrai que moi c'est un truc qui m'a surpris, juste pour rebondir sur cet aspect-là. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment dans la veine de Mandalorian.
Mais c'est vrai que pour le coup, comme tu dis, ça pourrait être... Ceci dit, ça nous a été presque présenté comme une saison 2.5. Hein. Et ouais, pour ce qui est de mon avis, sans spoil évidemment pour l'instant, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Ceci dit, je trouve que c'était assez divertissant, comme tu as dit. Je te rejoins pas mal sur tout ce que tu as apporté, on va dire, comme avis général sur l'épisode. Je trouve aussi qu'il y a un découpage où il y a beaucoup de flashbacks, on s'y attendait un petit peu. Ils sont utiles, ils sont intéressants. Par contre, après, c'est vrai que pour la trame principale du présent, on va dire qu'elle est quand même en minorité dans l'épisode. Il y a beaucoup plus, il me semble, il faudrait vérifier, je pense, en termes de ressenti, en tout cas. J'ai l'impression que l'important, c'est plus sur les flashbacks que sur les scènes du temps présent, entre guillemets. Du coup, ce qui fait que l'intrigue principale, on va dire, elle est intéressante, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément énormément avancé dans cet épisode-là. Si bien que, tu vois, je m'attendais à ce que toutes les scènes de la bande-annonce soient dans ce premier épisode, et le fait est qu'il y a des éléments de l'intrigue principale qu'on va retrouver, je pense, dans l'épisode 2, voire le 3. Par exemple, là, il y a un personnage en particulier qui est évoqué pendant tout l'épisode, que je pensais voir dès le premier, par exemple. Ouais, moi aussi. Et pour le coup, c'est un personnage qu'on voit dans la bande-annonce, mais évidemment, vu qu'on est encore en partie sans spoil, on va pas forcément en dire plus que ça. Et du coup, je trouve que c'est un épisode, j'ai pas de problème sur la durée de ces épisodes-là. On en avait déjà parlé avec Mandalorian. Ça me dérange pas, par exemple, qu'un épisode fasse 35 minutes. Par contre, je trouve que pour les éléments présentés dans celui-là, j'aurais bien aimé avoir un petit quart d'heure de plus, tu vois, histoire de bien clôturer, parce que j'ai un peu le même ressenti que toi, j'ai bien aimé, tu vois, mais il me semble qu'à la fin, ça finit un peu abruptement, et sans... je demande pas un coup d'éclat immense non plus, tu vois, mais si on doit mettre en parallèle avec le premier épisode de Mandalorian, il y avait la révélation de Grogu en fin d'épisode 1. Ouais, c'est ça. Ça faisait un gros truc, et à la fin de cet épisode, tu te disais, ah ouais, attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai rien compris, il faut que je regarde la suite. Là, tu vois, dans celui-là, j'ai l'impression que j'ai vu la partie 1 d'un épisode. Oui. Un petit peu. Et malgré le fait que ce soit intéressant, ce qu'on nous présente, parce que ça donne envie quand même de voir la suite, le personnage de Boba Fett, il est toujours assez classe, assez intéressant. Il y a 2-3 choses qu'on a eu, je pense, envie de voir, et ça y est, on les a vues dans cet épisode-là. Mais pour le coup, c'est vrai que là, j'ai plus l'impression d'avoir eu un épisode 1 partie 1 que vraiment un épisode 1. Vraiment pilote, on va dire, de série, quoi. Mais après, c'est quand même un bon épisode, et je pense qu'on aura le loisir de revenir un peu plus en détail sur les différentes parties. Après, effectivement, il faudra voir comment est construite la saison entière et voir... Je ne sais pas s'ils ont d'ores et déjà annoncé, en fait... Il y en a 7. Il y en a 7, mais si globalement, ce serait un one-shot, un peu comme la série Obi-Wan, ou si potentiellement, il y aura une saison 2 ou... Là, j'avoue que pour l'instant, la seule saison où on sait qu'il n'y aura que ces 6 épisodes-là, ce sera Obi-Wan. Ouais. Andor, on nous a précisé le nombre d'épisodes qu'il y aurait, je ne me rappelle plus, par contre je crois que c'est une 12aine à peu près. Par contre, après, c'est vrai que Obi-Wan, j'ai l'impression que c'est la seule qui est une limited series, comme ils appellent, avec vraiment ces 6 épisodes et c'est fini. Mando, on savait que ça allait potentiellement dériver sur plusieurs saisons. Après, j'ai un peu plus de doutes sur une série comme le livre de Boba Fett, par exemple. Moi, je pense vraiment que ça va être un intermédiaire entre saison 2 et 3 de Mandalorian. Après avoir par exemple des shows comme Ahsoka ou d'autres propositions, je pense qu'il y a potentiellement une intrigue plus déconnectée de Mando qui permettrait des saisons supplémentaires. Le livre de Boba Fett, je suis pas sûr que... je pense qu'à l'issue du 7e chapitre, on va dire, ça va faire un tout... Après, c'est vrai, si ça se trouve, en fait, on a juste vraiment la notion de chapitre, même plus que dans Mandalorian, où c'est vraiment, en fait, quand on collera, on va dire, les 7 épisodes à la suite, on aura vraiment une trame scénaristique globale. Là, on a vu que le premier acte, enfin un bout du premier acte du film, quoi, on va dire. Donc après, parce que c'est vraiment une exposition, en fait. Et encore, l'exposition n'est pas finie. Oui. Oui, parce qu'elle se termine presque en queue de poisson. Enfin plutôt comme un cheveu sur la soupe. Ah, le générique arrive. Moi, ça m'a surpris. L'arrivée du générique m'a un peu surpris. Ouais. Moi aussi, je dois dire que... Ah bon, déjà ? C'est ça. Et surtout qu'en plus, il y a potentiellement une menace dans l'histoire qu'on n'a pas encore montrée. C'est justement le personnage dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, ça fait un peu un sentiment inachevé, on va dire, de pilote, qui est censé te présenter un petit peu les enjeux. Alors, il y a la trame, on va dire, de Boba,
qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, etc. On commence à t'initier 2-3 trucs, mais il y a 2-3 éléments qui sont un petit peu manquants, je pense, pour vraiment mettre en branle quoi, l'histoire, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur la première partie, la partie sans spoil. Et à partir de maintenant, on va aborder l'épisode dans sa globalité, du coup, avec spoilers. Donc à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand-chose à faire d'être spoilé, attention. Donc, faites attention, ouais. Alors du coup, si on revient sur la structure de l'épisode, on a vraiment 2 parties, on va dire, qui s'entremêlent. Une partie dans le passé et une partie dans le présent. Je trouvais quand même, tu me dis ce que t'en penses, mais je trouvais que la raison des flashbacks était pas si mal que ça. C'était introduit, c'est pas gratuit, on va dire, dans le montage, puisqu'on nous présente Boba Fett dans sa cuve de Bacta, et c'est pendant, on va dire, sa rémission, quoi, on va dire, dans cette cuve-là, qu'il revoit des flashbacks, justement, de son passé, et 2 petits plans qui ont fait plaisir, je pense. Ça, on est d'accord. Ça, c'était vraiment fan service, mais c'est bien fait, quoi. Ouais, mais et c'est des nouveaux plans. Ouais. Et vraiment, Kamino et Geonosis, ça fait hyper plaisir de... encore une fois, hein, on en pense ce qu'on veut de la prélogie, mais elle existe. Et moi, elle n'est pas oubliée. Et elle n'est pas oubliée. Donc, je suis content quand, justement, on fait référence à cette partie. Parce qu'effectivement, je sais que la prélo divise, et enfin, il y a pour... Tout divise, hein, au bout d'un moment. Mais il y a certains fans, voilà, qui n'aiment pas la prélo, donc ils considèrent qu'elle n'existe pas. Non, elle existe, il y a du bon, il y a du moins bon, mais moi, quand je vois ce genre de séquences, et revoir comme ça ces images fugaces de Kamino et de Geonosis, qui est quand même un élément marquant de la vie de Boba Fett. Donc, clairement. D'ailleurs, ça serait hyper cool de revoir des petits flashbacks, quitte à revoir Daniel Logan dans le rôle. Ça pourrait être sympa, ça aussi. J'avoue par contre que je sais pas si j'aurais forcément envie qu'il y en ait plus que ça. Non, parce qu'après, la trame est vraiment... ce que je veux dire, d'expliquer ce qui se passe avec Boba après Mandalorian saison 2, et aussi de ce qui s'est passé avec Boba entre l'épisode 6 et son retour. Beaucoup de flashbacks, mais pour une petite séquence, je sais pas, habilement placée, ça pourrait être sympa, parce que notamment, je trouvais que le personnage, notamment tous les arcs qu'il a eu dans Clone Wars... la vengeance sur Mace Windu, par exemple. Et aussi la façon dont il évolue, et justement qu'on nous montre, et c'est plutôt d'ailleurs en accord avec ce background qui a été développé dans Clone Wars et dans cette époque-là, que c'est pas qu'un tueur froid, sans pitié, comme on pourrait... c'est un peu plus nuancé que ça, ouais. Il est plus nuancé, il a une certaine éthique, notamment il a un code qu'on voit dans Clone Wars, et qui là, justement, est bien repris. Donc c'est pour ça qu'il y aurait peut-être moyen... Non, c'est pas faux. Après, vraiment en caméo, quoi. Oui, parce qu'après des flashbacks dans les flashbacks... Non. Pour revenir sur ce que tu disais... dans la partie sans spoil, c'est vrai que pour le coup, on a 2 intrigues en fait. Si on résume en gros, on a une intrigue comment Boba est sorti du Sarlacc, ce qui s'est passé juste après, et on a l'intrigue dans le présent avec qu'est-ce qui se passe maintenant que Boba tente de reprendre le contrôle de l'empire criminel de Jabba. Et je suis assez d'accord avec toi dans le sens où la trame avec les Tusken est plus ou moins convenue. Ça fait très... Alors, on est dans l'héritage encore de Mandalorian, où on nous a présenté les Tusken comme des sortes d'Indiens, on va dire, du Far West. Ouais, c'est ça. Et on est clairement dans ce même genre de scène, ce même genre d'environnement. Ils ont même des tipis en plus. Oui, ça, c'est typiquement le genre de scène du western. Et même, j'allais dire, l'issue, très rapidement, le lien qu'il établit avec l'enfant Tusken, comme c'est certains westerns avec le prisonnier qui va sympathiser avec l'enfant et qui va lui sauver la vie. Et il va rentrer dans la tribu. Il va rentrer dans la tribu. Enfin bon, déjà, vu son attirail et sa tenue qu'il arbore effectivement dans The Mandalorian, on sait qu'il va... sympathiser, qui va se faire accepter par la tribu Tusken. Donc là, on va en avoir confirmation, on va découvrir comment, même si là encore, c'est pas hyper original. Après, ce qui est original, c'est quand même sur les Tusken. Je trouve que ce qui est très, très bien comme travail, on va dire, c'est sur les costumes. Ils ont vraiment réussi, si tu veux, à faire des Tusken, mais différents de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. D'ailleurs, si tu t'en souviens, dans l'épisode 2, on voit bien qu'il y a des costumes différents pour les hommes, les femmes, les enfants. C'est ça. Dans l'épisode 2. Pour le coup, dans celui-là, on a affaire à une tribu qui est différente. Ils sont pas tous habillés de beige.
Ils sont habillés en noir, principalement. Il y a une sorte de figure de chef qui a un casque différent, qui a une tenue différente. On voit que les femmes... il me semble qu'il y a un Tusken femme qu'on entend parler et qui est habillé en plus comme les Tusken. Ils sont tous habillés pareil, en fait, qu'ils soient petits, que ce soit un homme, une femme. Et du coup, on a vraiment l'impression qu'il s'agit en fait d'une autre tribu avec d'autres mœurs, quoi, au final. Et c'est assez sympa parce que c'est des personnages. C'est pas vraiment des personnages en soi, mais c'est quelque chose de familier qu'on a depuis l'épisode 4. Et plutôt que de reprendre exactement pareil, on attribue... on donne un peu plus de background et de différence, on va dire, dans ce peuple-là. Et c'est un peu de la façon dont on avait un peu remanié les Jawa. Vu que c'est ça, ceux qui vivaient hors de Tatooine, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Ils sont en noir aussi d'ailleurs, mais ça donne un design très très cool et qui justifie aussi les tenues toutes noires que porte Boba Fett dans la saison 2 de Mandalorian et qui continue d'ailleurs de porter pendant cette série-là, parce qu'on se rend compte en plus quand il enfile l'armure qu'il a encore cette espèce de tunique noire qu'il portait en fait dans la saison 2, quoi. Après, le risque d'avoir comme ça une série qui serait construite avec flashback temps passé et flashback oui, d'avoir des allers-retours comme ça. Des allers-retours entre temps passé et temps présent, c'est d'avoir deux intrigues qui s'enchevêtrent des fois difficilement et qui vont se gêner même. Qui vont gêner. Par exemple, autant au début, je trouve que la transition se fait bien et de façon plutôt intelligente. Autant à la fin, tu vois, j'ai l'impression que finalement le combat sert de prétexte en disant allez vite, ramenez-moi dans la cuve à Bacta pour aller, on repart sur des flashbacks. Après, il faut quand même installer la menace du maire dont on parlait avant. Parce que je suppose que c'est ces hommes qui viennent l'attaquer. D'après les trailers, c'est d'après les images qu'on a vues dans les trailers. Mais après, c'est vrai que moi, j'espère qu'on en aura encore dans le 2, mais qu'après, quand même, on se focalise vraiment sur la trame principale. Parce qu'après, le truc, c'est que je me dis, si on étiole un petit peu les flashbacks sur tous les épisodes, qu'est-ce qu'ils vont avoir à raconter là-dessus sur 7 épisodes? Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression quand même que cette trame des Tusken, elle est quasiment résolue là. Et je vois pas trop ce qu'ils auraient à raconter de plus, on va dire. Faut voir comment c'est fait, parce que voilà, c'est un peu l'avis que j'ai maintenant. On n'a pas encore la suite, évidemment. Parce mais que tu vois, si ça fait, bon alors c'est toute comparaison, voilà, mais si ça fait comme Arrow, Arrow, une fois qu'il s'est barré de l'île, autant les flashbacks durant la saison 1 et 2, ça allait. Après, il savait plus quoi raconter avec les flashbacks, donc. Ça servait à rien. Voilà, donc comment on apprend comment il a trouvé sa capuche, comment il a fabriqué... Après, le problème avec Arrow, c'était le fait qu'il y ait toujours un rapport chronologiquement dans les flashbacks qu'on te montre et l'épisode présent. Enfin, c'était un truc mal foutu, quoi, à force. N'en parlons plus. C'est pas grave, on a oublié. Mais après, là, pour l'instant, tu vois, là où ça pourrait poser problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'incidence, on va dire, de flashback sur la trame principale. À voir comment ça se conclut. Surtout qu'en plus, là, ça va me permettre d'aborder un détail que j'avais envie d'évoquer. On voit lors de ces flashbacks, Boba et un des Tusken qui voient une espèce de ferme qui se fait attaquer par des Nikto. Et ils mettent un symbole qui ressemble un peu à de l'écriture Hut sur la ferme. On en voit deux espèces de deux symboles comme ça, là, en forme de L là, qui s'inversent. Et ça m'étonnerait qu'on nous montre ça juste gratuitement. Tu vois, ça fait typiquement le genre d'élément qu'on te glisse comme ça, là, pour que ça serve plus tard. Est-ce que c'est une guilde particulière? Est-ce que c'est un gang dont on va parler après, tu vois? Peut-être qu'on le verra dans les autres flashbacks. Ou carrément, même dans la trame principale, est-ce que ce gang va venir un petit peu embêter, on va dire, Boba et son entreprise, quoi. Tu vois, je pense que là, il y a un moyen de raccorder, on va dire, avec la trame principale de... Ouais, parce que pour le coup, effectivement, vu qu'il s'est passé ces 5 ans entre le moment où il s'évade c'est 4, et le Mandalorian, c'est 9. Où il s'évade du Sarlacc. D'ailleurs, t'en as pensé quoi de cette scène? Pour le coup... c'est vrai que je l'ai pas... Ça va, je trouve qu'elle est bien. C'est pas spectaculaire non plus, pour le coup. Ouais, moi c'est peut-être ce qui m'a manqué un peu. Enfin, tu vois, de voir un peu plus au moins le Sarlacc. Bon, c'est cool de revoir le plan avec l'épave, enfin ce qui reste de la barge calcinée, de le voir après là-dedans. Bon, après le coup du Storm qui
punaise. Lui, il a dû digérer depuis un moment parce que c'est ça, parce que il a dû tomber lors d'une patrouille. j'ai vu de la lumière. Il fallait mettre un storm là-dedans, c'est logique. Ouais. Mais après, c'est vrai que au final, en fait, on s'était dit que les blessures qu'il avait, c'était peut-être dû au Sarlacc. Et en fait, t'as plus l'impression qu'il s'agit plutôt de son lance-flamme. Ouais. Puisqu'il a utilisé son lance-flamme pour justement cramer de l'intérieur le Sarlacc. Et limite, en fait, c'est plus son lance-flamme qu'il a endommagé au niveau de la peau, etc., que vraiment l'acide, parce que j'ai pas l'impression qu'il y soit resté si longtemps que ça, en fait. Non, pas parce qu'il a dû rester dans les vapes. Voilà, le temps de se ressaisir. Après, il se ressaisit, il est sorti très rapidement. Tu vois, par contre, j'aurais bien aimé juste un plan avec le bec du Sarlacc ou des tentacules en train. Tu vois, un truc c'est un peu plus. Ça coûte trop cher. Ouais. Là, ça coûtait moins cher de le faire sortir du sable. Effectivement. Est-ce qu'il y avait une petite référence dans le fait de la main qui sort du sol comme ça tu sais, dans les trucs de zombies ou les machins. Après, tu sais que Rodriguez, il est très. Oui, c'est vrai. Et après, il a une tête de zombie, parce qu'en plus, j'allais dire le pauvre. Alors tiens, autant plus on les voit, plus on commence à apprécier les Tusken, on découvre qu'il y a une vraie culture derrière. Autant les Jawa, mais ils sont de pire en pire. Hein. Surtout qu'en plus, si tu t'en souviens, il y avait l'histoire de Cobb Vanth, tu sais, dans Mandalorian saison 2. Et dans Aftermath, on te raconte que les Jawa, ils ont trouvé l'armure dans les décombres du machin. Là. Ouais, ils l'ont trouvé. Ils ont vu un mec mort. Ils l'ont complètement dépouillé. Quand ils ont vu qu'il était encore vivant. Paf. Ça, j'avoue que ça m'a fait pas mal rire pour le coup. Ah oui, non, mais c'est des pourritures. C'était affreux, quoi. C'était assez drôle, mais c'est vrai que plus ça va, moins on apprécie les Jawa, ça c'est certain. Ah là là. Parce qu'au moins, après les Tusken, quand ils le trouvent, ils le trouvent en sale état. Parce qu'en plus, dans Tatooine, au soleil, comme ça, sans eau, hein. Voilà, au moins, ils le sauvent. D'ailleurs, ça fait 2-3 plans magnifiques. Bon, par contre, effectivement, on voit que les Tusken ne marchent pas en file indienne. Oui, mais c'est dans une tempête de sable. Ah oui, ça cache leur... Il n'y a pas besoin. Parce que il n'y a pas besoin. Ils traversent en file indienne, parce que c'est des Indiens d'ailleurs, mais ils marchent en file indienne pour cacher leurs pas. Ouais, les Bantas aussi. Ça fait des plans magnifiques, je trouve, toujours, à chaque fois. Ça me rappelle ceux de l'ouverture de la saison 2 de Mando. Ouais, on voit que ça, ils ont pu réutiliser les Bantas. En plus, pour parler de ce qui est repris de Mando, alors pour le coup, c'est vrai que moi je m'attendais pas forcément à ce qu'ils reprennent exactement les mêmes présentations. Tu vois ce que je veux dire, avec la scène d'avant. Le générique avec genre un truc en 2 parties avec le titre puis le chapitre avec une petite musique de Goranson en plus qui est sympa d'ailleurs hein. Pour le coup les musiques sont assez cool même si le générique de fin est très particulier. Mais j'aime bien, mais dans le style ça marche très bien, c'est très western, très, très sympa. Pour du Star Wars c'est un peu étrange mais ça passe comme Mandalorian en fait hein. On va s'y faire en fait c'est ça, après, on mais sera fan. Goranson il est très bon. Et ils ont repris aussi les crédits avec les concept art, la façon d'écrire les titres, etc. Tout est pareil en fait, sauf qu'on passe du beige au vert. Et c'est la seule différence notable qu'on a en fait avec Mando au niveau de la présentation. Quoi. Mais, pour revenir sur l'intrigue principale, qu'est-ce que tu as pensé de comment est Boba Fett dans le... Parce que je sais qu'on en a parlé un petit peu avant de commencer le tournage. Mais qu'est-ce que tu as pensé de Boba Fett dans la série en fait? Alors, autant on va dire dans les flashbacks, il était montré comme le survivant assez combatif et tout ça. Contre l'énorme monstre moche. Bah ouais, ah oui, punaise. Alors, faut parler de ce truc-là. Ah ouais, faut en parler de cette créature. Elle est dégueulasse. Ah oui, non mais sincèrement, là on a évoqué le même nom tous les deux. C'est Rey Harryhausen. Ouais. Rey Harryhausen, parce que j'ai vraiment eu l'impression de voir le Kraken du choc des Titans. Alors, pas le récent, celui de 81. Non, le vieux. Vous regardez la créature, c'est quasiment la même gueule. En plus, je crois qu'il a aussi plusieurs bras. Enfin, je sais plus. Bon, de mémoire, après, mais c'est vraiment une créature qui bouffe le Rhodien, parce que lui aussi il le mérite. Quel enfoiré ce Rhodien. D'ailleurs, c'est grâce au stream d'hier soir, j'ai appris que le Rhodien c'était Sam Witwer. Ah ouais? Ouais. C'est un petit caméo vocal. Un petit caméo, d'accord. Voilà. En tout cas, il le mérite. Ouais, mais donc, autant tu vois, Boba est j'allais dire, assez combatif, pugnace et il fait le même coup que Leia, survivant dans la première partie. Il tue le machin de la même façon que Leia tue Jabba en plus, alors qu'il l'a pas vu. Il a pas vu. Mais c'est pas grave, c'est
Les grands esprits se rencontrent, on va dire. C'est ça, donc il est... Du coup, il est coriace dans cette partie-là. Il est coriace. Après, voir à quel point il a pu être usé par cette période et tout ça, je le trouve presque, à contrario, donc... alors j'allais dire soit idéaliste, soit un peu naïf, mais dans le sens que il s'installe sur le trône de Jabba en fait, et bon bah c'est moi le seigneur du crime maintenant, enfin, et j'ai un peu l'impression que je sais pas, il attend que tout lui tombe un peu comme ça. Ouais. C'est ça, et Fennec Shand a l'air beaucoup plus lucide que lui, parce que c'est surtout qu'on a plusieurs scènes, donc aussi bien les gamos qui se rendent à lui. Après la scène des tribus, il y a des trucs assez géniaux. L'envoyé du maire est génial. Ah ouais, l'envoyé du maire et le Twi'lek. Lui, il n'est pas venu pour rapporter du fric. Il est venu pour en récupérer. Pour en chercher, c'est ça. Parce que, justement, Boba a un peu trop l'impression que ça va se jouer comme ça, quoi. Que ça va passer crème, quoi, et que, grosso modo, ça y est, le plus dur est fait. Non, en fait, il a juste tué Bib Fortuna. J'ai pas l'impression qu'il avait tant de pouvoir que ça, même Bib Fortuna. Voilà. Parce qu'en 5 ans, ça s'est pas mal délité, tout ça. Ouais. Voilà, c'est pas Jabba. On a l'impression que beaucoup ont pris leur liberté. Le maire a l'air d'être, on va dire, ça pourrait être le boss du premier niveau. Après, à voir si ça va être l'antagoniste. Bon, je pense pas de toute la saison, mais en tout cas, lui, il a clairement le un petit pouvoir obstacle, on va sur dire. Mos Espa. Oui, d'ailleurs, on nous confirme que c'est Mos Espa, la ville, qui est bien plus grande que ce qu'on a pu voir dans les épisodes jusqu'à maintenant. Ah oui, là, pour le coup, elle est réellement impressionnante. J'ai même l'impression qu'elle n'est pas exactement pareille que dans les films, pour le coup. Hein. Ouais, en tout cas, ou alors c'est des parties de la ville qu'on ne connaissait pas avec, effectivement... Mais donc, Boba, trop idéaliste et... Enfin bon, son code, son respect, là pour le coup... Peut-être un peu trop, c'est ça ? Ouais, il veut être parrain de la pègre, il va falloir peut-être un peu plus se battre et franchir des lignes qu'il n'a pas l'air peut-être décidé de franchir, parce que Fennec leur prend à plusieurs... à plusieurs reprises sur le fait qu'il va être important. Il est là pour le recadrer quand même. D'asseoir son pouvoir et de montrer entre guillemets qu'il le veut, ce pouvoir. Et donc il a l'air des fois peut-être un peu trop passif par rapport au truc. On va voir comment il va gérer sur les prochains épisodes, mais moi ça me fait toujours marrer que, pareil, là pour l'instant ils sont que 2, allez 4 si on rajoute les deux gamos, quelques droïdes qui travaillent au palais de Jabba, mais grosso modo à 4 pour faire tourner un empire criminel, voilà, il va falloir... D'où potentiellement la réunion des différents lieutenants qu'on a déjà un peu vu d'ailleurs. Dans les bandes annonces, ouais. Mais même là dans l'épisode on a vu le Trandoshan. Le Trandoshan, c'est quoi, un Aqualish l'autre Et le Trandoshan qui apporte d'ailleurs une petite fourrure qui a l'air une fourrure de Wookiee. C'est immonde. C'est fourrure de Wookiee. Ah, c'est un Trandoshan, c'est comme ça. Effectivement. Mais donc, à voir comment il va se faire accepter et va réussir à asseoir son autorité. Parce qu'il fait bien désert, là, le palais de Jabba, pour l'instant, à part quelques droïdes. Il y a le droïde qui était celui qui marquait torturait, qui marquait au fer rouge les droïdes du retour du Jedi. Ça, c'est cool de revoir ces... Il y a pas mal de clins d'œil quand même aussi. Je pense qu'on peut en parler. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant quand même, tu t'es retenu. Hein. Ah, je me suis retenu, oui. Mais il y a un personnage qui revient dans cet épisode. On nous confirme sa survie. On nous confirme qu'il a réussi à se tirer lui aussi de la barge. Mais décidément, il n'y a pas grand monde en fait qui est mort dans l'explosion de cette barge. En fait, la seule personne qui est morte, c'est Jabba. C'est Jabba, oui. Tout le monde s'est barré en fait. Donc Max Rebo a survécu. Effectivement, c'est désormais canon. Max Rebo, c'est officiel, a survécu au retour du Jedi et il reviendra dans de nouvelles aventures dans Max Rebo, Star Wars Story. Oui. Le livre de Max Rebo. Le livre de Max Rebo. Parce que justement, après la scène des offrandes, donc ils se rendent effectivement, parce que quand même, on peut pas dire que la proposition du maire lui est beaucoup plu, hein, parce qu'en fait le maire passait récupérer son crédit et le Twi'lek lui lance avant de partir une menace à peine voilée en disant que d'autres, une future délégation allait venir. Elle a fini par arriver dans l'épisode d'ailleurs. Voilà. Parce qu'en fait, ils partent à Mos Espa. Il part voir le maire ou plutôt visiter son... Il va justement là où il y a le Twi'lek. Ouais.
Dans la Cette cantina. espèce de cantina, le sanctuaire, je crois que ouais. ça s'appelle. Le sanctuaire. Là où il y a Max Rebo, Là où il y a Max Rebo. où il joue la cantina band numéro 1 de l'épisode 4 en plus. C'est ça, avec un. Avec un bis, ouais. Un bis. Alors, est-ce que c'est Fingrindan ou un membre du groupe qu'on voit dans l'épisode 4 peut-être? Mais bon, il y a beaucoup de Beth musiciens, donc... Alors ça, tu vois, pour le coup, c'est le genre de truc qui fait plaisir parce que, bon, alors je pense qu'il y a aussi des questions de budget. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'humains dans des Mandalorian et dans le Mos Espa que celui des films où il y avait une plus grande variété d'extraterrestres. Après, là, alors... Voir Max Rebo me fait plaisir. Il est en plastique un peu. Hein. Ouais, c'est ça. J'allais dire, la qualité du truc est assez moyenne. Hein. Il fait... Bon, oui, t'es mignon. Après, ce qui me fait plaisir en soi, c'est de voir que justement, il n'y a pas que des Rodiens, des Trandoshan ou des Klatooiniens. Il y a même le droïde pilote de Star Tours. C'est ça. Il y a même un... Attends, c'est le capitaine R3X. Rex original. Ouais. Avant The Clone Wars, il y avait un autre capitaine Rex. C'est ça. C'était le capitaine du vaisseau de Star Tours. Mais mine de rien, tu vois, voir le droïde du retour du Jedi, voir ce R3X, voir Max Rebo, voir d'autres extraterrestres que les Twi'lek, ça montre aussi que voilà, c'est la richesse de Star Wars. Et donc, on montre, donc on introduit de nouvelles créatures, mais on montre aussi les anciennes, en prenant par-ci par-là, et ça fait plaisir. En montrant les Twi'lek, c'est la première fois, j'ai l'impression, en live, qu'on nous montre un Twi'lek mâle qui ressemble un peu à quelque chose. Oui. Parce qu'ils sont tous moches. Ah ça c'est vrai que quand tu vois Horn Frita, quand tu vois Bib Fortuna, ils sont tous dégueulasses. Ça, même le espèce de frère ou de cousin de Bib Fortuna que t'as dans Rogue One, il est immonde. Ouais, non mais... Et là, c'est un mannequin Twi'lek. Ouais, c'est ça. C'est le premier mec Twi'lek qui ressemble à quelque chose. Après, alors je sais pas si on en saura plus sur les services qui sont offerts dans le sanctuaire. C'est un peu spécial. Mais oui, à mon avis, enfin, si on est dans le milieu de la pègre, c'est clairement... Parce qu'on ne sont pas très habillés en plus. C'est la maison de Madame Claude version Twi'lek. Mais c'est un peu ça, hein. Ça fait un peu maison de passe. Non, potentiellement, ouais. Et du coup, après, c'est vrai qu'elle lui fournit par contre beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça, en lustrant les casques. Ah, c'est ça. Et en fait, le casque de Boba Fett sert d'espèce de quête, quoi. Il fait la quête, en gros, avec son petit casque. Et c'est à la sortie, justement, de ce truc-là, parce qu'on n'a pas abordé, mais d'ailleurs, on en a parlé un petit peu précédemment, mais il se fait, en fait, on va dire, aider des 2 Gamoréens qui sont restants de la garde de Jabba, qui étaient loyaux à Jabba et qui, et à Bib Fortuna, et donc qui voilà... Logiquement, quoi, ouais. Travaille pour le dernier employeur vivant, quoi. Et heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils se font attaquer justement par des mecs, des Yamakasi là, tout en rouge, avec des armes qu'on avait vues dans la bande-annonce, mais qui sont très cool, l'espèce de bouclier énergétique sur une sorte qui portent en fait sur leur bras là, quand même assez cool comme visuel, j'avais trouvé comme idée, la façon dont ils encerclent. Ouais. C'était assez sympa, ils électrifient en même temps, enfin, c'est pas mal foutu je trouve, même si je trouve que la réalisation est un peu moyenne sur les combats. C'est ça, j'allais dire, il est pas très punchy ce combat. Enfin, non, mais c'est la réelle en fait. Ouais. C'est la réalisation qui est un peu molle et qui est... et c'est dommage quand on sait que c'est quand même Robert Rodriguez, ça on l'a rapidement dit, mais donc qui est quand même un grand réal qui a fait pas mal de films d'action, de films fantastiques, et de films qui sont en plus punchy. Pour le coup... il a réalisé l'épisode La Tragédie du Mandalorien, celui qui marquait justement le retour de Boba Fett et qui était un épisode où il était particulièrement, lui, brutal et violent. Là, il le reste, mais effectivement, la réal fait que la scène est moyennement rythmée et même un peu molle, c'est dommage. À la limite, je trouve que ça se rattrape un peu plus sur le parcours, ouais. Quand Fennec poursuit les assassins vivants, punaise d'ailleurs Boba quand il lui demande de les ramener vivants, sympa. Juste après avoir quand même envoyé une roquette et désintégré. Ah oui, alors lui il a mal fini là. non mais effectivement pas de désintégration ce coup-ci là, il s'est lâché là. Après il fallait en ramener un. Ouais, voilà, c'est au ça. moins un. Au moins un, donc Fennec. Non mais elle est bien. Non, elle est bien, elle est efficace. Elle est efficace. À 60 ans, elle est efficace quand même. Punaise, ouais.
Mais du coup, ouais, après, on a vraiment cette trame aussi dans le passé qui continue. On a, en gros, il rentre dans la tribu de Tusken, quoi. On va pas dire plus que ça au final. Hein. Bah, c'est ça, Donc, parce qu'effectivement, il tente bon, logiquement de s'échapper, il est rattrapé, il perd le combat. Bon, il faut dire qu'il n'est pas au top de sa forme. Et après, il va quand même lier alors pas une amitié, mais enfin lier un lien particulier avec l'enfant de la tribu. Ah oui. Avec le massif aussi. Ça, tu vois, c'est encore tout con, mais j'avais bien aimé de les voir dans The Mandalorian. Mais Parce que ça, c'était une création d'Aprelo. Ouais. Et là, pour le coup, tu vois, alors là, je pense que lui, il est peut-être tout numérique, enfin, je il est en sais pas. CG, là, oui. Ouais. Mais autant lui est superbement bien fait, autant, par exemple, Max Rebo m'a laissé un peu sur ma faim. En même temps, tu l'as regardé précisément, là, t'as vu punaise, ça. J'ai regardé Comment t'as image réagi par image. quand tu l'as vu? Alors j'étais super content de revoir Max Rebo, mais finalement, tu vois, ce qui primait, c'est Max Rebo, c'est une créature, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je l'aime, c'est qu'il est, il est unique dans le Retour du Jedi et même dans Star Wars, c'est vraiment une créature avec un look particulier. Coloré, marrant et tout ça, mais c'est aussi de me dire que potentiellement il y a d'autres créatures un peu comme lui, un peu comme je pense à Ephantmon ou à d'autres qui ont vraiment des looks hyper particuliers qui pourraient revenir, et ça je trouve que c'est un bel hommage à toutes ces créatures, à tout l'imaginaire de Lucas et tout ce que tu trouves dans le Retour du Jedi et notamment dans ces scènes en particulier. Après, quitte aussi à inventer d'autres espèces, parce que là pour l'instant il y a beaucoup de reprises. Pour le coup, c'est un peu la critique qu'on pouvait faire sur la Postlo, où il y avait beaucoup de nouvelles espèces, ce qui est bien, mais on voyait très très peu, voire quasiment aucune espèce ancienne, on va dire. Un truc qu'ils ont un peu corrigé, j'ai l'impression, dans les autres films. Je trouve que dans Solo, par exemple, il y a une bonne proportion, on va dire, de trucs nouveaux, de trucs récents. Dans Solo et dans Rogue One, ils avaient, je trouve, un peu fait le juste milieu, quoi. À l'exception de certains personnages, par exemple comme Akbar. Mais c'est vrai qu'on retrouvait assez peu, on va dire, il y avait beaucoup de nouvelles espèces, ce qui au niveau créatif est bien du coup, mais voilà. C'est juste un peu le commentaire qu'on pouvait faire. Là, il y a beaucoup d'espèces reprises et peu de nouvelles créations, on va dire. Après, je pense qu'il y a des Après, questions... Tatooine, c'est connu aussi. Voilà, Tatooine, c'est connu, il doit y avoir des questions financières, c'est comme je te dis, par exemple, toutes les scènes qui sont à Mos Espa sont assez sympas, mais par exemple, entre le Mos Espa de la Prélo, où tu as des extraterrestres, des droïdes partout, là, bon, c'est beaucoup de figurants à qui on a mis... un poncho et grosso modo enfin voilà, t'as moins de diversité visuelle. Après je comprends aussi la question ce que ça doit être de créer 1001 masques comme ça pour une série, c'est pas les mêmes après visuellement je trouve toujours ça rend aussi bien, impressionnant, notamment les plans de Mos Espa, même les plans avec les bantas dans le désert et tout ça, ils font toujours des trucs très, très jolis, très sympas. La composition des plans est bien. Après, c'est vrai que pour revenir sur ce qu'on disait aussi, la réalisation dans les scènes d'action n'est pas forcément dingue. En termes de composition de plans, c'est quand même assez propre, quoi, comme ce qu'on a pu voir sur Mandalorian. Je pense que là, on touche un petit peu à la fin de ce qu'on a à dire sur cet épisode-là. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans la suite ? Qu'est-ce qui te laisse présager justement avec ce qu'on nous présente dans celui-là ? Qu'est-ce que tu aimerais voir ? Clairement, tu vois, ce qui me laisse sur la fin, c'est qu'après ce petit combat, allez, vite, ramenez-moi dans ma cuve de Bacta. Donc, ce qui est inquiétant. Là, tu te dis, pour lui qui paraissait quand même plus au top que ça dans des Mandalorian. Ou même dans le flashback, il arrive à se prendre tout seul, l'espèce de monstre énorme. Là, il fait un peu mou du genou, notre Boba. Enfin, bon, c'est un peu... Après, il y a deux choses. Il y a aussi peut-être les armes électriques qui sont quand même assez... Son pacemaker. Voilà, c'est ça. ou sinon, c'est un truc qui était traité dans le Légende. Alors, ça arrivait plus tard, en termes de temporalité. Mais en tant que clone, il avait des dégénérescences. Ah oui. Donc après, je sais pas si c'est lié avec ça. Bon, c'est un peu rapide, on va dire, comme truc, mais
si c'est un truc sur lequel ils vont, c'est possible aussi qu'en tant que clone, ils vieillissent pas vraiment de la même façon, même s'il est non altéré, lui. Ouais. Le fait qu'il soit issu du clonage, peut-être que ça amène 2-3 soucis. Je sais pas si c'est vraiment ce qui va être choisi, on va dire, comme piste en fait pour la série, mais ça me semblerait pas illogique, on va dire, d'avoir un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il a l'air assez faible, au final. Parce que moi, clairement, enfin, une série comme ça, et surtout avec le postulat qui était en fait la succession à la tête de l'empire de Jabba, bon bah ouais, voilà, ce que j'attends, c'est grosso modo les confrontations avec le monde de la pègre, enfin. Voilà, donc tu vois, The Mandalorian c'était plus la série western. Là, j'aimerais plus voir le truc un peu de mafieux, avec effectivement une lutte de pouvoir, après des luttes de clans, des trahisons, voir Boba qui assoit son autorité, mais pour cela aussi il va falloir qu'il se montre peut-être un peu plus pugnace, et aussi peut-être qui montre qu'il en veuille un peu plus, parce que là on a l'impression qu'il subit un peu trop les trucs. Il va falloir peut-être se salir un peu les mains s'il veut prendre la suite de l'empire de Jabba. Et un truc que j'aimerais voir, ce serait le fils de Jabba. Rota, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, ou au moins qu'on adresse le fait qu'il soit pas là. Bah ouais, non, mais j'aimerais bien voir un Hutt dans un cliffhanger, effectivement. Fin d'épisode, on découvre que le maire est à la solde de Rota. Bah après, ceci dit, par contre, un truc, alors c'est pas encore sorti en France, donc je vais pas forcément en dire beaucoup là-dessus, mais c'est au niveau des comics qui se déroule avant le 6. La guerre des Bounty Hunters. Justement, War of the Bounty Hunters, la guerre des chasseurs de primes. Je vais pas en dire beaucoup, mais on nous explique dans ces comics-là pourquoi, on va dire... j'essaye de trouver des mots pour pas trop on spoil. Voit plus les Hutt. Pourquoi en fait Jabba est peut-être le seul important, on va dire, parmi les Hutt. Et le fait qu'il meure, parce que là on pourrait se dire pourquoi il n'y a pas un autre qui prend sa place, c'est tout à fait justifié, on va dire, dans l'univers par ce qui nous est présenté là-dedans. Et par contre, le truc c'est que justement aussi dans ce crossover-là, et dans les comics qui vont suivre, qui ont déjà commencé d'ailleurs en VO, il y a aussi l'émergence, le retour, on va dire, de l'Aube écarlate, donc du Crimson Dawn. Et disons que... comment dire, il risque d'y avoir des oppositions entre les différents syndicats du crime, et j'aimerais bien, je pense, voir ça... Ouais, parce que pour le coup, je crois que c'est quelque chose qu'ils auraient aimé traiter avec, lors d'une suite éventuelle à Solo, qui a été un peu mise de côté. Donc il y aurait peut-être moyen de la confrontation entre le clan des Hutt, ou du moins les héritiers du clan des Hutt, et peut-être l'Aube écarlate, ou enfin du moins toutes ces factions criminelles. Il y a moyen que ça soit justement intéressant, et là pour le coup, ce qui serait bien, c'est que tu vois, il y a plusieurs... il y a plusieurs concurrents sur qui veuillent le trône, quoi, et que grosso modo ça donne des... Ça m'étonnerait que ce soit le seul prétendant, on va dire. C'est ça. Tu vois, typiquement c'est l'un des trucs, j'allais dire, caractéristiques des films de mafieux, des films sur la pègre. C'est les embuscades, les traquenards, et les coups tordus. Et donc grosso modo, s'il y a plusieurs prétendants, donc il va y avoir les anciens lieutenants de Jabba, mais il y a le maire, il y a peut-être tous les nouveaux concurrents. Même, tu vois, la tenancière, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai totalement oublié, du sanctuaire de Twi'lek. Même elle fait trop affable. Ouais, elle lui balance le fric assez facilement. Peut-être qu'elle a d'autres allégeances. C'est ça, elle a peut-être d'autres allégeances, ou peut-être des velléités d'émancipation, elle aussi. Donc, Est-ce qu'il y aura un retour possible si jamais on voit le Crimson Dawn? Est-ce qu'on verrait pas Emilia Clarke, puisqu'on sait grâce aux comics, ça y est, ça par contre pour le coup le premier tome est sorti, donc on le sait en France. On sait que Kira est de retour dans les comics à la tête du Crimson Dawn. Enfin, c'était ce qui c'était suggéré dans Solo, hein. Mais elle est encore active entre le 5 et le 6. Du coup, je veux dire, The Mandalorian et Book of Boba Fett, ça se passe relativement peu de temps après, puisque c'est 5 ans après l'épisode 6. Moi je me dis, ça me choquerait pas, en tout cas, ce serait un peu un gros truc qu'ils pourraient mettre, en plus des autres personnages de chasseurs de primes ou de personnages connus, je pense à Cad Bane, à Bossk ou ce genre de personnages-là. Ça, ce serait cool de les voir aussi, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup qu'on voit soit par exemple le Crimson Dawn, peut-être aussi le Soleil Noir tout simplement, avec les Felines.
j'espère beaucoup, tu vois, voir tous ces syndicats-là qui, justement, vont essayer de récupérer ça. Et en même temps, le truc, c'est que si... je me dis que Bib Fortuna, j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand-chose. Et que du coup, en 5 ans, peut-être qu'il y aurait eu d'autres tentatives avant Boba Fett, tu vois, pour récupérer ça. Donc je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais peut-être que la place de Jabba en elle-même n'est pas occupée, mais qu'en gros, le contrôle de Tatooine est détenu par d'autres personnes maintenant. Le maire, peut-être qu'il est en lien avec un syndicat particulier, peut-être que comme tu disais, la Twi'lek, elle a peut-être des velléités particulières. Enfin voilà, j'espère voir un petit peu une espèce de partition de Tatooine qui est possible entre les différents clans qui voudraient s'emparer du truc, alors que là, Boba va débarquer dans tout ce merdier-là, quoi, et découvrir un peu tout ça, quoi. Ce serait assez intéressant, je trouve. Là, j'allais dire, pour ce premier épisode, je trouve que l'échiquier se met timidement en place. En fait, on a peu d'éléments. C'est pour ça que je disais au début, on est dans une demi-introduction. C'est ça, ouais. Parce que vu que les flashbacks, même s'ils sont intéressants aussi, ont pris beaucoup de temps d'exposition pour, finalement, pas grand-chose non plus. Et donc là, on a timidement présenté quelques protagonistes, évoqué 2-3 pistes, mais pour le coup, il y a... après, voilà, il va falloir que tout le monde rentre vite en scène et pour que le rythme... parce que 7 épisodes, ça passe vite. Bah c'est ça, parce que ne serait-ce qu'avec Hawkeye, par exemple, pour comparer, c'était une série en 6 épisodes, c'est vrai que ça passe très très vite, 6 ou 7, bon, hein, voilà. Ouais. Même Mando, en soi, ça passait relativement vite au final. Là, c'est vrai que faut pas non plus mettre les bouchées doubles, hein, c'est pas ça, mais faut un peu plus de substance, je pense, dans ce prochain épisode. C'est ça, ouais. Puis se débarrasser des flashbacks petit à petit, parce que là, ça prend beaucoup de place. Surtout que moi, ce qu'il raconte sur le temps présent, bon, voilà, comment il est sorti du Sarlacc, c'est marrant. Ce qui a suivi après, pour les fans de Tusken, je pense que l'ascension criminelle de Boba Fett, qui se revendique seigneur du crime sans pour l'instant avoir fait grand-chose. Enfin, il est toujours un ex-chasseur de primes. Donc il n'a pas encore fait ses preuves et il va devoir, je pense, se battre peut-être plus qu'il n'anticipe pour prendre pleinement son rôle de caïd. Franchement, ça donne assez envie, je trouve, de découvrir la suite. Ah ouais, non mais parce qu'il y a un potentiel dans la série qui est assez énorme. Mais après, par contre, ce que je trouve qui est un petit peu paradoxal, c'est que c'est un potentiel qu'on se bâtit un peu tout seul par rapport à nos attentes sur la série, que plutôt par ce qui est présenté dans l'épisode, ce qui est un petit peu dommage en soi. Mais aussi, c'est bien, je pense, de pas tout balancer d'un coup dès le début. Si jamais il y a des gros trucs, comme le Lobo écarlate, ou certains trucs... très beau. Là, ça a été le gros truc de l'épisode. C'est ça, alors il y a déjà un gros truc, on va s'arrêter à un, ça suffit, quoi. Mais ouais, après, c'est un peu dommage, parce que comme je te disais, voilà, on a beaucoup d'attentes sur la série. Ouais. Et en fait, c'est plus la série globalement qui te crée des attentes que ce premier épisode. Ah oui. Donc après, voilà, j'ai très envie de voir la suite. Ouais, parce que effectivement plus pour le potentiel, quoi. Voilà, le final, sur le flashback, donc avec il a tué la créature, on lui file son verre d'eau. Voilà, grosso modo, Cristalline, elle est trop bonne, mais bon. Elle se trouve très facilement sous le sable, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est ça justement est-ce que c'est l'humidité qui est collectée par les collecteurs d'humidité dans les fermes hydroponiques? Tu vois, en fait, tout le fil rouge de la série, ça va être ça. Sur les... Et après, il y avait l'élevage de crevettes dans Mandalorian. Et du coup, il va y avoir voilà. On va enfin découvrir comment ça marche, en fait, les fermes hydroponiques. Ouais. C'est ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire à propos de cet épisode-là, je pense. Donc le premier chapitre du livre de Boba Fett. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'aborder ces épisodes-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une review ensemble, depuis quand d'ailleurs? Depuis Bad Batch, en fait, c'est ça? On ne me rappelle pas ça. C'est ça. Non, mais The Book of Boba Fett, c'est bien. Ouais. Du coup, voilà, c'est toujours assez sympa, on va dire, de discuter justement de cet épisode-là. Là, pour le coup, on est plus ou moins d'accord, en fait, sur l'épisode. Donc, on a pu diverger par le passé un petit peu, mais on se retrouve toujours pas mal au final. Hein. Ouais, il n'y a jamais eu un épisode où... J'ai adoré, j'ai détesté. Non, c'est pas... Non, on est toujours... Ça va à peu près. J'espère du coup que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter aussi pour décrire l'avis que vous avez sur cet épisode. Nous, on se retrouvera très prochainement pour la review du second chapitre. Et en attendant, n'hésitez pas à passer sur The Max Rebo Collection. Voilà, pour voir ce que je fais. Abonnez-vous à sa chaîne, du coup, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, dont les reviews du livre de Boba Fett. Moi, je vous dis à très bientôt.
Que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.